La vie de la duchesse aurait pu être une histoire d'amour aventureuse, tant elle était capable de faire tourner la tête de nombreux hommes de son époque. C'était une infatigable intrigante, ce qui ne l'empêchait pas de se sortir des situations les plus délicates, tandis que ceux qu'elle trompait disparaissaient sans laisser de traces et périssaient ignominieusement. Et la duchesse elle-même était accusée que de telles choses ne pouvaient se faire sans la complicité du diable. Elle est née dans la première année du XVIIe siècle. Les titres complets de son père, Hercule de Rogan, était prince de Yemenais et duc de Montbazon. Alors qu'elle n'est encore que la fille de son père, la jeune fille de sang noble, âgée de 17 ans, est introduite dans le cercle de la cour. Sa Majesté le roi était le genre d'homme qui n'aimait pas particulièrement les femmes. Mais il était un fin connaisseur de la beauté, et il apprécia pleinement la beauté et le charme de Maria. Il contribua immédiatement à son mariage, avec le connétable de France, le duc de Luynes, tout en nommant la belle demoiselle d'honneur de Sa Majesté, la reine consort Anne d'Autriche. C'est là que se déploient les talents de la nouvelle duchesse en matière d'intrigue et de jeux politiques mouvementés. L'épouse de Lunia Maria n'a cependant pas fait long feu. 4 ans après le mariage, le connétable de Lunia s'est présenté devant le Tout-Puissant, et une veuve épanouie de 21 ans a sauté le pas en épousant le duc de Chevray, sous le nom duquel il est entré dans l'histoire. Le duc, alias Claude de Lorraine, était le fils d'un épéiste de Guise très connu, Henri, qui devint plus tard le cerveau de la tristement célèbre Nuit de la Saint-Barthélemy. Il était également l'amant de la reine Margot. La brillante et irrésistible ascension de la belle est cependant interrompue de la manière la plus impitoyable qui soit. La reine n'est pas au 3e mois de sa grossesse qu'elle perd l'enfant par inadvertance. Malheureusement pour la duchesse, elle se trouvait à proximité au moment des faits, et le roi, bouleversé par l'incident, ne trouva rien de mieux que de rejeter la faute sur la duchesse. Au seul motif qu'elle était là au moment des faits. Il la fait renvoyer de la cour, et la duchesse s'offusque du roi. Elle se venge en passant du soutien du roi à son ennemi. Elle avait un talent vraiment incroyable pour impliquer un grand nombre de personnes influentes, et, lorsqu'elles étaient prises sur le vif, elle se laissait facilement entraîner là où d'autres perdaient la tête. Même le grand et terrible cardinal Richelieu dut intriguer pour obtenir d'étranges faveurs. Là où d'autres se faisaient couper la tête et mettre dans les casemates, Marie de Chevreuse envoyait chaque fois exclusivement en exil. Même après des rumeurs sur l'existence d'un cercle d'opposition à Chevreuse et en fait d'une société secrète de conspirateurs, Richelieu n'a pas réagi. Son éminence n'a pas non plus tenu compte du fait que certains nobles du haut monde comptent parmi les amis intimes de la duchesse, organisant dans leur château des jeux sataniques. Entre-temps, la duchesse reprend du poil de la bête et organise une très grande conspiration qui rapproche la reine Anne et le duc anglais de Buckingham. On ne sait pas ce qui a poussé la duchesse dans cette intrigue. Il ne s'agit pas de la vengeance du roi, ni d'objectifs purement mercantiles, mais après l'arrivée de Buckingham, dans la capitale française pour le mariage de son roi Charles Ier, avec la princesse française Henriette, c'est dans la maison de la duchesse qu'il a séjourné. Buckingham, un homme vraiment distingué, ne séduit pas seulement les dames de la cour. Il réussit à intéresser à sa personne et à la reine de France. De Chevreuse a contribué à organiser leur rendez-vous. Le couple, cependant, a violé tous les principes de la conspiration et a dormi à Amiens, à la Chartreuse, dans une tonnelle ombragée au milieu du jardin. La reine s'en est sortie. Le duc de Buckingham, en tant que personne inviolable diplomatiquement, est allé en Angleterre. Mais la duchesse, en tant que proxénète secrète, s'est attirée les foudres royales. Mais de quoi menaça-t-il Marie? D'un nouvel exil, c'est tout. 1 an plus tard, elle est impliquée dans un complot du comte de Chalais visant à éliminer Richelieu lui-même. Et ce coup monté du jeune et naïf comte fait partie des actes particulièrement dégoûtants, car la duchesse a profité du fait que de Chalais était follement amoureux d'elle. Il ne se rendait pas compte que le véritable but du complot était de mettre sur le trône le jeune frère du roi, Gaston d'Orléans. Le jésuite de Chevreuse s'est ingénié à rendre le jeune de Chalais jaloux du tout-puissant cardinal en inventant que Richelieu la persécutait. Le cardinal devait être tué en mai 1626, dans la forêt de Fontainebleau, alors que le Premier ministre devait rendre visite au prince d'Orléans. Mais de Chalais n'a pas l'eau à la bouche, et il révèle le secret à son oncle, le commandant de Balante. Celui-ci saisit aussitôt sa tête et court chez Richelieu. Les hommes du cardinal interrogent Gaston, qui livre tous les conspirateurs. Même les messages cryptés de Chevray à Chalamet sont interceptés et lus. Ils contiennent des recommandations détaillées sur la façon de tuer son éminence. De Chalais est immédiatement capturé et décapité à l'issue d'un procès rapide, qui aboutit à un verdict de haute trahison. Et qu'en est-il de notre vilaine fille? Rien. Elle survécut.
Le grand cardinal mourut de diverses maladies liées à l'âge 16 ans après ces événements, c'est-à-dire en 1642. Sa Majesté le roi Louis XIII mourut également 6 mois plus tard. La reine douairière Anne devient régente du jeune Louis XIV, futur roi Soleil. Et le nouveau cardinal Mazarini devint le Premier ministre de France, choquant les aristocrates en disgrâce, qui avaient précipitamment regagné la cour après avoir appris la mort de Richelieu, qui leur avait causé tant d'ennuis. Le testament de Louis XIII contenait une clause spéciale, qui n'a pas été annulée par les autorités ultérieures. Chevreuse a été expulsée du pays, et il lui a été expressément interdit d'y revenir. Ainsi, toutes les intrigues ultérieures de la duchesse sont venues des Flandres, puis de Londres, et, en général, d'Espagne. Elle vécut longtemps, et ne mourut pas sur l'échafaud, mais dans un lit chaud et douillet. Merci de votre attention.